Fan de photo débute maintenant. Si tu es fan de photos et que tu aimerais poursuivre encore plus loin ta démarche photographique, Fan de photo, le podcast, est une émission toute désignée pour toi. Stéphane, votre animateur, s'est donné comme mission de vous partager sa passion. Que vous soyez à vos tout débuts ou encore plus expérimenté, Fan de photo est une émission que vous aimerez. Sans plus tarder, voici votre animateur, Stéphane Lafrance. Nous sommes le 20 février. Une fois encore, ouvrez grand votre volume dans votre émission Fan de photo. Dans notre programme aujourd'hui, je vais répondre à une question bien particulière de Céline. Mais tout d'abord, et tel que promis, je vous présente un court atelier sur les principes clés pour réussir son cadrage photographique. Une fois encore, je vous fais un petit rappel que vous allez pouvoir syntoniser l'émission d'aujourd'hui, l'épisode numéro 12, sur la page stéphanelafrance.photo sur Internet et vous allez pouvoir être à même de pouvoir visionner les photos que je vais discuter avec vous tout au long de l'atelier sur le cadrage que j'aimerais vous proposer. Nous sommes en 2016 et depuis la venue de l'avènement du numérique en photographie, lorsqu'on a passé de l'argentique au numérique, là, on s'est aperçu qu'avec notre ordinateur, on pouvait faire du recadrage, on pouvait éliminer des espaces, là, finalement, des choses qui sont dans notre cadrage qui ne sont pas intéressantes à garder sur notre produit final. Et le fait d'avoir des appareils photo qui sont très performants au niveau du mégapixel, d'avoir des ordinateurs qui sont capables facilement, avec des logiciels qui sont d'une facilité incroyable, de recadrer nos images, fait en sorte qu'en 2016, c'est une chose qui est contagieuse, soit de prendre une photo puis de se dire « Ah, je vais les recadrer plus tard ». C'est certain que si on n'a pas la bonne lentille sur l'appareil photo, je donne comme exemple, si j'ai un grand angle, puis au moment de la prise de vue, justement, j'ai ce grand angle-là qui en prend beaucoup trop large. Donc, je vais comme incorporer des éléments qui sont un peu moins de finition dans mon image, mais j'ai quand même mon sujet qui est bien cadré. Mais j'ai des artifices autour que j'aime un peu moins. Évidemment, je vais être obligé de recadrer ces images-là, mais si j'utilise la bonne lentille, il n'y a aucune raison que lors de la prise de vue, au moment du déclic, au moment du déclenchement, que vous n'ayez pas bien cadré ces images-là. Et c'est un peu le but de cet atelier-là aujourd'hui que je vous propose. Pour ajouter des éléments qui sont très importants pour vous obliger finalement à bien cadrer lors de la prise de vue, je vais vous dire que vous gagnez du temps. Vous gagnez du temps à ne pas avoir à recadrer vos images ultérieurement. Vous allez aussi profiter pleinement de toute la résolution de votre capteur. Si par exemple, vous avez, je ne sais pas moi, un appareil photo de 20 mégapixels, puis vous recadrez par la suite, puis vous gardez seulement que le tiers ou la moitié de votre image, eh bien, vous n'avez plus une image qui est pleine résolution. Vous avez perdu le potentiel de pouvoir éventuellement agrandir cette image-là, même de l'imprimer sur certains appareils. Également, combien de fois je me suis fait demander lors d'une prise de vue ou lors d'un événement de pouvoir montrer rapidement mes images à un groupe de personnes. Bon, je vous donne un exemple. Si par exemple vous faites un mariage et pendant la soirée, les mariés aimeraient présenter un peu les images qui ont été prises pendant la journée à leurs invités. À ce moment-là, si vous leur présentez des images que vous n'avez pas bien cadrées, bien, vous ne serez pas satisfait de vous-même. Vous allez même avoir peur de présenter vos images, chose que ça ne devrait pas être si vous avez bien cadré vos images lors de la prise de vue. Petit bémol sur la définition ou sur ce concept de recadrage-là. Il est bien évident que bien cadrer lors de la prise de vue ne veut pas dire ne jamais recadrer. Je donne comme exemple, vous n'avez pas la bonne lentille sur votre appareil photo. Donc, éventuellement, vous allez vouloir, par exemple, si vous aviez un grand angle, vous allez vouloir rapetisser un peu votre cadrage pour être capable d'isoler l'élément qui constituait finalement le pourquoi de cette volonté de prendre cette photo-là. Si, par exemple, votre style demande de faire toujours des photos qui sont carrées. J'ai des amis photographes que je leur ai dit un jour, « Hey, je vois dans ton style d'image un potentiel pour toujours offrir à tes clients des photos qui sont carrées. Les images sont toujours délivrées d'une façon carrée. Donc, ce photographe-là n'a pas le choix de recadrer ces images-là. Mais dans d'autres circonstances, je ne vois pas pourquoi vous devriez recadrer, ne serait-ce que
d'être obligé de recadrer lors d'une impression d'image. Par exemple, vous avez acheté un cadre de, je ne sais pas moi, avec des grandeurs un peu, là, qui sort un peu de l'ordinaire, je ne sais pas moi, 10 par 16 ou 10 par 18, un peu plus panoramique. À ce moment-là, vous allez être obligé de recadrer vos photos, mais vous le faites par obligation de recadrer pour le médium dans lequel ces images-là sont dédiées. Je vais débuter en vous disant que tout être vivant a un devant et un arrière. Vous allez me dire, ouf, OK? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Stéphane? On va le mettre le plus simple possible. Vous avez une personne, vous avez son visage, ça c'est son devant. L'arrière de ses cheveux, c'est son derrière. Donc, ce sujet-là a un devant, a un arrière. Je prends une chose qui est sur mon pupitre, là, un haut-parleur. Un haut-parleur, on a le grillage en avant, là où le son sort. Ça, c'est le son devant. Et puis là, où le fil est branché derrière, c'est l'arrière de ce sujet-là, qui est le haut-parleur. Maintenant, si on veut mettre ça un peu plus pratique, là, le devant, l'arrière, je vous invite à aller ouvrir la photo numéro 1 sur le site stéphanelafrance.photo dans l'épisode numéro 12. Allez voir les images qui sont au bas de l'épisode et cliquez sur la photo numéro 1. Et tout de suite, vous allez mettre un pause sur les images qui vont vouloir passer en lecture automatique. Je vous propose cette première image puisque très souvent, les gens ont la fâcheuse habitude de centrer leur sujet dans leur photo. Maintenant, je vais vous amener à aller plus loin. Si on regarde la photo numéro 1, on peut voir que mon cycliste, lui, il est très centré. Un peu comme, je dirais que 80% des gens vont prendre la photo. Mais ce cycliste-là a un devant, a un arrière. On peut le voir. Et le but de l'opération que j'aimerais vous amener, c'est de pouvoir déterminer, est-ce que je mets mon cycliste à gauche ou je le mets à droite? Est-ce que je mets mon sujet à gauche ou à droite? Puisque je ne peux pas le centrer dans mon image. Je ne peux pas le centrer, sauf quelques exceptions, puis on va en parler dans un autre épisode. Allez voir maintenant la photo numéro 2. Dans la photo numéro 2, j'ai mis mon cycliste à gauche. Pourquoi j'ai mis mon cycliste à gauche? Avec la flèche, vous pouvez voir que je donne de l'espace à mon cycliste pour pouvoir évoluer. Hein? À cause qu'il évolue dans cette direction-là, je vais le mettre à gauche pour pouvoir lui laisser de la place, pour pouvoir évoluer. On appelle ça le mouvement dans l'image. Je n'empêche pas mon cycliste d'avancer. Je lui donne de l'espace. Je vais voir tout de suite la photo numéro 3. Là, je l'ai cadré différemment. Et on peut voir que ma flèche, elle est tronquée à droite. Pourquoi? Parce que dans cette image-là, mon cycliste est en train de sortir de mon image très rapidement. Il y a des gens qui vont me dire, oui, mais Stéphane, il y a des beaux splashes d'eau derrière mon cycliste. C'est ça qui est important pour moi. Mais il y a autant de beaux splashes pour le cycliste en avant. Puis même si vous cadrez cette image-là au moment du déclic avec votre cycliste à gauche, au lieu de le mettre à droite, vous allez avoir quand même vos beaux splashes, mais vous allez aussi lui donner la chance de pouvoir évoluer dans votre image. Et c'est ça que j'entends par toujours être en mesure de s'imprégner du mouvement dans une image. Allons voir maintenant la photo numéro 4. Ici, on n'a pas d'êtres humains, on a des êtres vivants, on a des oiseaux. Des oiseaux qui ont été pris dans le ciel. Quand j'ai pris cette image-là, j'étais au Mexique et ils étaient en train de passer au-dessus de moi. Je ne sais pas comment on a... Peut-être des pélicans, là. Je ne suis pas très bon en ornithologie non plus. Donc, regardez comment j'ai cadré cette image-là. Ça, c'est une image que j'ai cadrée lors de ma prise de vue. Hein? Ce n'est pas un recadrage que j'ai fait. Donc, on peut voir que mes oiseaux sont à gauche un peu pour leur permettre de pouvoir s'envoler ou de continuer à voler pour leur permettre d'avoir un espace à droite pour pouvoir le faire. J'aimerais vous amener à penser. Chez les êtres vivants, c'est plus facile. On a une tête, on a un arrière. C'est beaucoup plus facile de pouvoir tout de suite bien disposer notre sujet dans notre image pour pouvoir respecter son mouvement. Si je m'en vais voir la photo numéro 5, on a 4 paires de chaussures, des chaussures que j'ai prises lors d'un mariage il y a 3 ans, qui étaient distribuées comme ça près d'une fenêtre. Là, on voit le rideau qui est derrière. Ces chaussures-là aussi ont un devant, ont un derrière. La pointe de la chaussure, vous pouvez voir que je leur permets de, si par exemple quelqu'un les enfilait les chaussures, de pouvoir partir et non pas de frapper le mur derrière. Hein? Je leur donne la chance de pouvoir d'offrir un mouvement même à des chaussures. Imaginez toutes sortes de sujets et vous allez pouvoir donner ce concept-là, de pouvoir laisser libérer vos sujets. Ça va même plus loin que ça. Posez-vous la question, regardez un sujet, puis n'importe quoi. Posez-vous la question,
ce sujet-là, c'est quoi son devant, c'est quoi son arrière? Et si vous aviez à le photographier là, tout de suite, comment vous le disposeriez sur votre image? Là? Le disposeriez-vous à gauche ou à droite? Une des choses qui est plus difficile, vraiment, là, une des choses qui est plus difficile à savoir, c'est quoi son derrière? C'est dans les plantes, une plante. C'est difficile de pouvoir dire une plante, ça a un derrière, un devant, puisqu'elle pousse par en haut, la schtroumpf de plante. Ce que je pourrais vous donner comme indice, à savoir comment je vais disposer un arbre, une plante, comment je vais faire pour savoir si je le mets à gauche ou à droite dans mon image. Vous savez qu'un corps humain, plus il vieillit, plus il penche, il va pencher par en avant. J'applique ce principe-là chez les plantes également. Donc, si j'ai un arbre où est-ce que j'ai un lot de branches qui penchent un peu plus vers la droite, à ce moment-là, c'est comme si je voyais un humain qui penche un peu plus. Donc, l'arbre, naturellement, va pencher un peu plus. Donc, sur le côté qui va pencher, pour moi, c'est son avant. Et l'autre côté va devenir automatiquement l'arrière. Comprenez un peu le principe? Une plante, c'est la même chose. Lorsqu'elle est un peu plus garnie, va probablement pencher un peu plus sur le côté. Donc, ça va être son devant. Maintenant qu'on a saisi le mouvement, qu'on a saisi sur quel côté on devrait, en principe, mettre notre sujet lors de la prise de vue, c'est important de savoir à quel endroit je vais disposer mon sujet. Je le mets à gauche, mais je le mets où à gauche, je le mets où à droite. Je vous invite à aller voir la photo numéro 6. Photo numéro 6 que j'ai pris une photo, ça c'est vraiment les dimensions de mon capteur, de mon appareil photo. Et à l'aide de lignes horizontales et verticales, j'ai créé 9 zones. Ce sont des zones où est-ce qu'il y a un point de rencontre entre une ligne horizontale et une ligne verticale. Et ça, là, c'est hyper important si vous voulez que votre photo soit intéressante au regard. Vous savez, parfois, vous vous retrouvez devant une photo qui vous plaît beaucoup. Elle vous parle, même qu'elle va même susciter en vous l'intérêt de pouvoir l'acheter. Examinez à quel endroit se retrouvent les points d'intérêt dans vos images. Souvent, ces images-là, le point d'intérêt va se retrouver à l'encontre d'une ligne horizontale et une ligne verticale, comme sur mon grillage que j'ai fait, que je vous offre aujourd'hui. On appelle ça la règle des tiers. La règle des tiers est tellement importante que même les fabricants d'appareils photo l'ont mis dans leur menu pour que vous puissiez faire afficher ces lignes de tiers-là lors de votre prise de vue. Même qu'au bout d'un moment, lorsque ça fait un certain temps que vous faites de la photographie, vous appliquez finalement cette façon de voir les choses, de vous mettre un tic-tac-toe. Là, vous voyez que les lignes, ça fait un tic-tac-toe. Cette façon-là d'approcher vos sujets va devenir un automatisme. Un automatisme que je vous invite à rechercher. Il faut que vous le pratiquiez, ça, cette façon de bien cadrer vos images. Si je m'en vais voir la photo numéro 7, je vous fais part un peu de la mise en scène de cette photographie-là. Je suis en train de photographier le Raid Jean d'Avignon à East Hereford. Et il y a un cycliste qui vient tout juste de sortir d'un ruisseau, comme ça, il traversait un ruisseau avec son vélo. Il est en pleine course, là, il est en plein raid, et il voit que je suis en train de le photographier à distance. Et là, il pointe son doigt vers moi, grand sourire, il est heureux, il est en train de faire sa passion. Puis moi, je suis heureux également. Je suis en train de pratiquer la mienne, ma passion. Et là, puisque mon cycliste se déplace de droite à gauche, je me suis assuré d'emblée, d'un automatisme, de le mettre à droite dans mon image. Maintenant, qu'est-ce qui est important? C'est pas le 401 qui identifie son vélo, c'est vraiment son visage, sa tête. Vous voyez sa tête, où est-ce qu'elle se retrouve sur mon image? Elle se retrouve à l'intersection d'une ligne horizontale et d'une ligne verticale. C'est important de pouvoir penser de cette façon-là. Les éléments importants chez un humain, c'est son visage. L'élément important sur mon téléphone cellulaire, c'est vraiment l'écran. L'élément important sur mon appareil photo, c'est la lentille. C'est les endroits sur mes sujets que je vais prioriser puis que je vais tenter de mettre à l'intersection d'une ligne horizontale et d'une ligne verticale. Allons voir la photo numéro 8. Dans cette image, on peut percevoir Philippe de la ferme Lennon. Ferme Lennon qui élève des porcs ou des cochons en milieu naturel, donc pour la viande. Philippe est situé dans l'embrasure de la grande porte. Regardez attentivement comment j'ai cadré cette image-là. On peut voir, regardons par exemple la première ligne verticale de gauche.
j'ai mis Philippe sur cette ligne-là. Ce qui fait en sorte que lorsqu'on regarde l'image, toute l'embrasure de la porte est décentrée. On peut voir que tout est décentré. Et regardez maintenant où j'ai placé la ligne horizontale du bas. À quel endroit je l'ai placé? Je l'ai placé sur l'horizon fictif. Quand on regarde cette image-là, je pense qu'on la trouve jolie, on la trouve belle à cause du cadrage qu'on y retrouve. Alors tout de suite à la photo numéro 9. Photo numéro 9, champ de blé d'Inde. Photo de paysage, toujours beau. Mais lorsqu'on est capable de trouver un champ qui est dans une dorure à cause du ciel, d'un coucher de soleil, donc on a une dorure naturelle dans les éléments végétaux que l'on peut voir. Imaginez maintenant mon tic-tac-toe. Je ne l'ai pas mis sur cette image-là. Imaginez mes lignes horizontales, imaginez mes lignes verticales. On peut voir que la cime de mes rangs de blé d'Inde se retrouve vis-à-vis la ligne horizontale, la première ligne horizontale de mon premier tiers, laissant 2 tiers de l'image au nuage et le premier tiers pour ma ligne ou pour mes éléments de blé d'Inde. Allons voir maintenant la photo numéro 10. Tantôt, je vous parlais d'un arbre. On peut voir mon arbre, je l'ai placé à gauche. Pourquoi? C'est difficile de dire qu'il y a un devant, un arrière à un arbre. Mais puisqu'il avait une branche qui était complètement basculée, qui était comme appuyée par terre au sol, je lui ai dit, toi, cet arbre-là, ton devant, c'est sur ce côté-là. De ce fait, j'ai décidé de placer l'arbre à gauche pour lui laisser comme l'espace à droite pour pouvoir continuer, pour pouvoir progresser. C'est sûr que l'arbre ne progresse pas, mais c'est la meilleure façon de le cadrer. Puis peut-être imaginez dans votre tête en regardant cette image-là, si j'avais cadré l'arbre de l'autre côté, je l'avais placé à droite. Voyez-vous que le côté de l'arbre qui penche un peu plus, naturellement, on a une branche qui est vraiment affaissée au sol, aurait comme sorti rapidement de mon image, n'aurait pas amené finalement l'ensemble de l'image, ne l'aurait pas présenté d'une belle façon. Je vous fais remarquer aussi que la ligne d'horizon, ma ligne de neige, à quel endroit elle se situe? Elle se situe dans le premier tiers. Imaginez notre ligne, là. On peut voir que le haut des arbres noirs se retrouve, là, la bordure d'arbres que l'on peut voir en arrière se retrouve dans le premier tiers. Je vous invite à faire ça. On ne fait pas juste comme placer notre sujet principal à gauche ou à droite sur l'une des lignes des tiers, mais on va placer également la ligne d'horizon de nos sujets sur le tiers en haut ou en bas de nos images. Bon, si je récapitule, on a appris ensemble c'est quoi le mouvement dans une image, puis on a appris ensemble à savoir à quel endroit je vais disposer mon élément pour pouvoir bien cadrer mon image lors de la prise de vue. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste maintenant à prendre notre photo. Si je cadre bien mon image, donc si on reste sur l'image numéro 10 par exemple, et que là, j'ai bien cadré mon image dans mon viseur, tout ce qui me reste à faire, c'est d'appuyer sur mon déclencheur, je prends la photo. Qu'est-ce qu'il va faire mon appareil photo? Peut-être qu'il va pouvoir déterminer que j'ai un arbre qui est en avant-plan et que c'est mon sujet. Mais ce n'est pas nécessairement automatique, ça, que l'appareil photo va faire la mise au point sur son sujet. Surtout quand on décentre notre sujet. L'appareil photo singulièrement va essayer de tenter de trouver un sujet qui va être central et faire la mise au point. Combien de fois que vous avez retrouvé vos images et que la mise au point était faite ailleurs sur votre sujet? Bien, c'est facile, c'est simple. L'appareil photo n'est pas intelligent, lui. Il ne sait pas vraiment sur quoi vous voulez faire votre mise au point. Donc, ce qu'il va faire, très, très souvent, il va faire la mise au point en plein centre. Dans nos appareils photo, le système qui va faire la mise au point, on appelle ça un collimateur. Le collimateur qui est le plus redoutable au niveau de faire une bonne mise au point, c'est celui qui est central. Grosse mise en garde, il faut faire la mise au point sur notre sujet d'abord. Donc, avant de cadrer pour un cadrage final, avant d'appuyer sur le déclencheur, on va faire la mise au point. On va faire la mise au point sur notre sujet. Donc, je vise, par exemple, c'est dans le cas présent, dans le cas de la photo numéro 10, je vais viser l'arbre qui est dans ma photo. Je vais faire la mise au point en appuyant à demi sur mon déclencheur. Vous allez voir, en appuyant à demi, là, la course complète du déclencheur, c'est à demi faire la mise au point et complètement jusqu'au fond, là, il va prendre la photo. Mais vous allez appuyer jusqu'à la demi de votre déclencheur pour pouvoir fixer une mise au point. Et ensuite, en tenant votre index sur le bouton de déclenchement, vous allez le retenir, vous allez retenir la mise au point et là, vous allez effectuer votre cadrage final, c'est-à-dire de mettre votre arbre, dans le cas présent, à gauche.
de vous assurer que la ligne d'horizon est dans le premier tiers en bas. Et là, vous allez compléter votre image en continuant d'appuyer sur votre déclencheur jusqu'en bas pour pouvoir saisir cette image. Voilà, c'est tout ce qu'on va voir dans l'atelier de cadrage pour cette semaine. Éventuellement, je vais revenir parce qu'il y a des cas particuliers où est-ce qu'on veut cadrer d'une façon particulière les photographies et je vais vous amener à vous dépasser pour pouvoir penser autrement à un cadrage photo. Cette semaine, j'ai reçu une question de Céline qui me posait comme question « Quand est-ce que j'utilise la mesure spot sur mon appareil photo? » Sur bon nombre d'appareils photo, on est en mesure de pouvoir décider nous-mêmes comment le pose-mètre va pouvoir acquérir la mesure de la lumière. Et ça, on appelle ça une mesure matricielle ou une mesure spot. La mesure spot va être utilisée, Céline, lorsque tu vas avoir des conditions de photo où ce que tu vas vouloir attribuer une belle exposition à un endroit particulier sur ta photographie. En ce qui me concerne, moi, je ne prends jamais de photos comme telles avec la mesure spot. Je vais toujours prendre mes photos en mesure matricielle. Mais la mesure spot peut t'aider, par exemple, peut t'aider à identifier une de tes valeurs d'exposition pour pouvoir bien prendre ta photo en fonction de ton sujet et en fonction de la quantité de lumière que tu as de disponible pour une particularité dans ta photo. Prenons par exemple que tu as un sujet dans un environnement X. Il y a une certaine quantité de lumière qui tombe sur ton sujet, mais tout autour de lui, c'est soit sous-exposé ou surexposé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la même source de lumière qui va tomber sur les autres éléments de ta photo. Ce que tu peux faire à ce moment-là, c'est de fouiller dans ton sac et de sortir un gris de 18% de gris. C'est-à-dire que c'est comme un panneau qui n'a aucune teinte de couleur, donc c'est comme une semi-teinte entre le noir et le blanc, d'où son nom, le gris. Et c'est comme un gris pur. Il n'y a vraiment pas de teinte bleue ou de rouge dedans. C'est un gris neutre, 18% de gris. Ce gris-là, tu vas pouvoir le placer dans les mêmes conditions de lumière que se retrouve ton sujet. Et en appliquant la mesure spot, tu vas pouvoir aller faire une lecture de la quantité de lumière que tu as disponible. Par exemple, si ton sujet est immobile, qui a un grand sourire, qu'il attend juste que tu prennes sa photo, à ce moment-là, tu n'as pas besoin d'une grande vitesse d'obturation. Fait que ce que je te propose, ce serait peut-être d'utiliser une vitesse de 1/60e. À ce moment-là, tu mets ton appareil photo sur le mode manuel et tu identifies une vitesse d'obturation de 1/60. Tu veux éventuellement pouvoir peut-être imprimer cette photo. À ce moment-là, tu vas utiliser un ISO de, je ne sais pas moi, entre 100 et 400 ISO pour avoir une belle impression. Tu peux même aller jusqu'à 800 ISO. Mais maintenant qu'on a notre vitesse d'obturation et notre valeur ISO, il nous manque une pointe à notre triangle d'exposition, c'est-à-dire l'ouverture. En mettant ton appareil photo sur la mesure spot et en appuyant demi sur ton déclencheur, tu vas solliciter le pose-mètre et lui, il va pouvoir te dire quelle valeur d'ouverture serait la bonne. Donc, si, mettons, tu pars avec une ouverture de 5,6, tu fais ta mesure avec un demi-déclenchement sur ton déclencheur. Ton pose-mètre te dit si tu es surexposé ou sous-exposé. Et là, tu vas jouer avec ta molette d'ouverture pour pouvoir aller trouver l'ouverture qui va être fonctionnelle en mesure spot, toujours en faisant ta mesure sur le gris, que l'on a parlé un petit peu précédemment. Et tu vas pouvoir aller trouver la bonne ouverture qui va te donner une exposition qui va être correcte, soit centrée sur ton échelle de pose-mètre au bas de ton visage. Une fois que tu as trouvé cette valeur-là, ton ouverture, tu vas appliquer cette ouverture-là. Et là, tu vas pouvoir te reculer. Tu vas pouvoir être à n'importe quel endroit dans la pièce pour pouvoir photographier ton sujet que lui demeure toujours sous cette même lumière-là, la lumière sur laquelle tu as fait l'évaluation de la lumière. Et tu vas pouvoir œuvrer en mode manuel tout au long de ta session de photo. Je reviens au fait que le mode spot, c'est un aidant pour t'aider à faire la bonne exposition. Si par exemple, tu te mets en mode priorité ouverture ou en mode priorité vitesse et tu utilises l'évaluation spot au niveau de ton pose-mètre pour savoir quelle quantité de lumière que tu as de disponible pour ton sujet, puisque sur ton sujet, tu n'obtiens pas finalement le 18% de gris, ça te prend vraiment la référence d'avoir le 18% de gris pour pouvoir faire une mesure spot qui va être fonctionnelle au niveau de la bonne exposition.
Dans la vie de tous les jours, moi, je n'utilise pas la mesure spot. Ce que je vais préférer faire, c'est d'utiliser mon mode manuel, d'y mettre une vitesse d'obturation, par exemple, notre 1/60e de seconde, d'y fixer également mon ISO, soit 400 ou 1000 ISO, peu importe. Et là, de jouer avec ma roulette d'ouverture pour pouvoir savoir quelle est la bonne ouverture, à peu près que ça va être pour pouvoir faire une bonne exposition. Et ça, tu vas pouvoir le constater en appuyant en demi sur ton déclencheur. Tu vas voir ton échelle de pose-mètre au bas de ton viseur qui va commencer à bouger. Et tu vas pouvoir y fixer une ouverture qui, selon ton pose-mètre, devrait être correcte. Prends cette photo-là, regarde les résultats et va zoomer là où c'est important pour toi, dans le visage, par exemple, de ton sujet. Et là, tu vas pouvoir voir si ton sujet est sous-exposé ou surexposé. S'il est sous-exposé, il y a besoin de plus de lumière. Tu vas ouvrir un peu plus l'iris dans ta lentille, donc tu vas passer de 5.6 à f4 peut-être. Tu prends une seconde photo, tu es encore sous-exposé, tu vas ouvrir encore, tu vas passer à 2.8. Et de cette façon-là, tu vas pouvoir obtenir une exposition qui va être correcte. Toutes tes photos subséquentes, les photos que tu vas prendre par la suite, vont être de bonne exposition puisque tu vas avoir déjà ta valeur en manuel qui va être bonne pour toutes les photos que tu vas prendre tant et aussi longtemps que ton sujet va demeurer dans cette même quantité de lumière-là. Ton sujet va demeurer sur place et que la lumière qui l'éclaire ne bougera pas. J'espère, Céline, que j'ai été en mesure de répondre adéquatement à ta question puis que mes explications étaient suffisamment claires pour que tu puisses adopter le mode spot lors de ton évaluation de lumière, des notions photographiques que tu vas pouvoir conserver dans ton coffre à outils pendant encore longtemps. Et d'ailleurs, si vous avez une question à me faire parvenir, n'hésitez pas, vous pouvez utiliser mon site web à stéphanelafrance.photo, peut-être même en commentaire sous l'épisode numéro 12 pour pouvoir me poser ces questions-là pour que je puisse y répondre lors d'un prochain épisode. Qu'est-ce qui nous attend la semaine prochaine? Eh bien, j'aimerais vous présenter la seconde partie de notre atelier sur le cadrage. Il y a des choses que je ne vous ai pas dites aujourd'hui que je vais vous amener la semaine prochaine. Je vous annoncerai également le nom de nos prochains invités qui viendront vous parler de leur passion, eux aussi. Et je vais terminer avec la possibilité d'un premier concours photo dans notre émission Fan de photo. Mais ça, je vous réserve ça la semaine prochaine. C'est un peu comme ça que se termine votre épisode numéro 12 cette semaine, un épisode qui a quand même été assez long, moi qui voulais faire des épisodes de 15 minutes pour l'année 2016. N'oubliez pas l'importance de pratiquer votre passion tous les jours, si possible, et de vous améliorer chaque fois encore. Sur ce, chers fans de photo, je vous dis à la semaine prochaine et bonne photo! Ici Jean-François Nolan, élève de Stéphane et son cours Déclic photographique magique. Fan de photo est une idée originale de Stéphane Lafrance, photographe, et vous proposera de franchir une nouvelle étape photographique. Si vous voulez envoyer vos questions à Stéphane, que ce soit par écrit ou par fichier son, vous pourrez le faire via info@stéphanelafrance en un seul mot, .photo. info@stéphanelafrance.photo. Fan de photo est votre émission et elle s'adresse à tous ceux qui veulent améliorer leur technique photographique. Partagez la bonne nouvelle.